Bonsoir à tous. Le sujet que nous vous proposons ce soir en appelle à votre conscience de citoyen de ce monde. Peut-être y penserez-vous la prochaine fois que vous ferez ce geste machinal d'automobiliste, vous arrêter à la pompe, faire le plein d'essence et reprendre la route. On se pose peu de questions en effet sur la composition du carburant qui alimente nos voitures. Rassurez-vous, la Suisse et l'Europe sont soumises à des règles scrupuleuses qui permettent de réduire au maximum la pollution de l'air. Peau catalytique et surtout carburant dont le taux de soufre est sévèrement limité. Les poumons des Suisses sont donc presque à l'abri. Seulement voilà, tandis qu'ils fournissent un carburant modèle aux pays développés, les exportateurs de pétrole vendent en Afrique du carburant de très basse qualité, un mélange bon marché qui leur permet de tirer un maximum de profit à peu de frais. En fait, on peut carrément parler de carburant toxique qui contient jusqu'à 300 fois plus de soufre que le carburant vendu en Suisse. C'est vrai que ce trafic n'est pas illégal, car les normes de certains pays africains sont ridiculement basses. Mais cela a des conséquences sur la santé des Africains, puisqu'il contribue à faire exploser les maladies respiratoires et les décès prématurés. C'est un vrai scandale que dénonce Analyse à l'appui l'organisation suisse Public Eye. La Suisse et Genève, qui hébergent la plupart de ces grands traders de pétrole, sont en effet directement concernés. C'est un reportage signé Marie-Laure Badioleni et Isabelle Ducret. L'Afrique de l'Ouest importe des carburants sales. Pourquoi ? L'Afrique de l'Ouest vend son bon pétrole brut. Pourquoi ? Que font des compagnies suisses au cœur de ce business ? C'est un grand jour pour Puma Energy. La compagnie pétrolière a dévoré quelques parts supplémentaires du marché des carburants au Ghana et elle veut le faire savoir. Des représentants officiels et plusieurs VIP ont répondu présents à l'invitation. La presse est bien sûr de la partie. Le ministre du Transport inaugure ici des citernes de kérosène. Proches de l'aéroport, elles permettront d'assurer l'approvisionnement des avions. C'est un enjeu stratégique pour le Ghana qui veut s'imposer comme force montante dans la région. Bien escortée, la visite de presse continue au pas de charge. Prochain rendez-vous, cette station-service flambant neuve, aux couleurs de Puma Energy. Elle en possède désormais 41 au Ghana. C'est peu, mais la compagnie a les dents longues. Bienvenue à la station-service de Puma Energy. Nous servons du carburant propre à nos automobilistes. Chaque fois que vous passez remplir votre véhicule, vous êtes sûr d'avoir du carburant propre dans votre véhicule. Vous n'aurez jamais aucun problème. Qu'est-ce qu'il a dit ? Vous êtes sûr d'avoir du carburant propre dans votre véhicule. Propre, c'est cuve, sûrement. Mais le carburant, c'est le taux de soufre qui est en cause. Il se définit en ppm, des parties par million. Les États fixent les limites. En Suisse et en Europe, elles sont de 10 ppm pour le diesel.
Au Ghana, c'est 3000 ppm. Un diesel tellement sale qu'il serait interdit de vente chez nous. Qu'en pense le patron de Puma Energy? Vous savez qu'au Ghana, le standard n'est pas très élevé, Correct. notamment en termes de soufre. Oui, Vous êtes au courant de cela? on est complètement au courant et c'est valable pour beaucoup de pays en Afrique. Même si on regarde dans un super grand marché comme l'Afrique du Sud, même là, les spécifications niveau soufre sont encore plus élevées que beaucoup de marchés. Au Ghana, le maximum autorisé est 3000 Ouais. ppm. C'est beaucoup. C'est beaucoup, ouais. Vous êtes d'accord qu'en termes de santé, ça pose un problème? Ça pose des problèmes, notamment, comme je dis, notre but comme Puma, c'est s'aligner avec d'abord les spécifications du pays. Et si on peut, notamment, on essaye d'améliorer en fait les produits qu'on importe. Ils essayent de faire mieux. Une ONG suisse affirme que c'est faux. Il y a aujourd'hui une stratégie délibérée de la part des négociants suisses en pétrole qui est de jouer sur la faiblesse des standards de carburant qui prévaut en Afrique en délivrant une bonne qualité de carburant en Europe et à l'inverse, délivrer des produits de très mauvaise qualité, très sales en Afrique. En même temps, tout ce qu'ils font est parfaitement légal. C'est vrai, c'est parfaitement légal, c'est dans les limites admissibles. À notre sens, il est tout à fait inacceptable que les négociants suisses de pétrole profitent de la faiblesse de la régulation en Afrique pour faire des profits aux dépens de millions d'individus. Stratégie délibérée, c'est le cœur de l'accusation de Public Eye. Leur enquête se concentre sur les négociants suisses de pétrole, principalement Trafigura, dont la filiale africaine est Puma Energy, et Vitol, dont les partenaires en Afrique sont Vivo Energy et Shell. Ce sont des géants. Trafigura approche les 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires. C'est plus que Nestlé. Son bénéfice, 2,6 milliards. Vitol, un poids lourd de l'extrême, 168 milliards de chiffre d'affaires. On n'en sait pas plus, tout le reste est confidentiel. La Suisse joue un rôle majeur. 35% du pétrole négocié dans le monde passe par Genève. C'est un fait qui est peu connu. Les compagnies suisses de négoce de pétrole sont présentes à tous les niveaux de la chaîne. Donc elles sont présentes au niveau de la fabrication des carburants. Et puis, c'est un phénomène qui est assez récent. Depuis 5 ou 6 ans, les négociants suisses de pétrole ont racheté et respectivement construit des réseaux de stations-service en Afrique. My name is Mark. I am from Switzerland. Yeah. Yeah, diesel for this one, please. Yeah. Lors de sa recherche, Marc Guénia s'est rendu dans ces fameuses stations-service. Il a prélevé des échantillons à la pompe dans 8 pays africains. Selon les analyses, le taux de soufre dans le diesel est jusqu'à 300 fois plus élevé que chez nous. Il a mené son enquête pendant 3 ans pour l'ONG suisse Public Eye, anciennement Déclaration de Berne, connue pour ses prises de position concernant le négoce des matières premières. Cette fois, ils se sont immergés dans le monde doublement fermé du pétrole et des traders. Les négociants suisses de pétrole, l'opacité fait partie de leur modèle d'affaires. C'est des sociétés qui sont extrêmement discrètes par nature, qui apparaissent très peu vis-à-vis du grand public, à l'exception peut-être de leurs stations-service, mais encore elles opèrent sous d'autres noms. Par ailleurs, ce sont des sociétés privées qui ne sont pas cotées en bourse, qui sont détenues par leurs managers. Les managers sont les principaux actionnaires de ces sociétés, ce qui fait qu'elles n'ont pas de compte à rendre vis-à-vis de petits porteurs dans le cadre d'assemblées générales, ou alors elles ne sont pas soumises à la loi sur les bourses. Finalement, elles ne répondent qu'à elles-mêmes. Nous avons sollicité Trafigura pendant des semaines par messagerie. Dommage qu'ils aient fui nos questions. Ils ont refusé de nous parler même au téléphone et finalement ont décliné toute interview. Ils nous ont renvoyés à leur site internet, au contenu évidemment promotionnel. Nos excellents services de bout en bout sont appuyés par notre réseau mondial. Nous importons les produits pétroliers raffinés dont l'Afrique a besoin. Où que nous exercions nos activités, nous nous engageons à appliquer les standards les plus élevés. Nous veillons à ce que notre responsabilité en matière de santé, de sécurité et d'environnement et à l'égard des communautés au sein desquelles nous opérons soit au cœur de notre processus de prise de décision. Trafigura redéfinit le négoce en Afrique. Quant à Vitol, leur réponse est laconique. Vitol et Vivo Energy respectent et appliquent les normes de toutes les juridictions où ils opèrent. Selon la loi ghanéenne,
il n'est pas possible pour Vitol de fournir directement Vivo Energy en produits pétroliers. Vivo Energy est obligé de s'approvisionner auprès de la Chambre des importateurs, dont les compagnies fournissent des produits en accord avec les lois locales. Donc, en résumé, nous avons des compagnies suisses hyper puissantes qui fournissent à l'Afrique de l'Ouest un carburant qui serait invendable chez nous, et c'est légal. Mais comment est-ce possible ? Notre enquête nous a conduits vers les ports pétroliers d'Amsterdam et de Rotterdam. Nous avons vite compris à quel point ce milieu du pétrole est fermé. I sent the email a few days ago and I didn't receive an answer yet. I sent it to media@shell.com. En Afrique de l'Ouest, nous avons choisi le Ghana, un pays où les compagnies suisses interviennent effectivement de la fabrication du pétrole à sa distribution. There are other companies that have their own pipeline here. Comme les compagnies suisses ne veulent pas nous répondre, nous sommes d'autant plus ravis de décrocher un entretien avec le représentant des importateurs étrangers au Ghana. La loi ghanéenne impose aux sociétés étrangères d'importation de carburant d'être représentées par une compagnie locale. Elles sont regroupées dans une faîtière dont Senyo Ossi est le président. D'emblée, il confirme, les compagnies de trading suisses sont bien là au Ghana, dans l'ombre. Trafigura, Vitol, ils déplacent des volumes énormes au Ghana. C'est vrai que nous sommes très dépendants de leurs services. Et je dois dire qu'ils sont très professionnels. Glencore est ici, et vous avez aussi British Petroleum. S'ils investissent au Ghana, c'est que c'est du bon business. C'est du bon business. Cette influence est vraiment positive. Trafigura, il y a environ 10 ans, a investi 50 millions de dollars dans une installation pour pouvoir recevoir des gros navires en mer et ramener leurs produits sur terre à travers des pipelines. C'est un bel exemple de la présence suisse. Ces plateformes d'amarrage se trouvent au large du port de Tema, le port de la capitale du Ghana. Elles ont été construites en 2006 par Trafigura et sont gérées par sa filiale Puma Energy Ghana, moitié suisse et moitié ghanéenne comme il se doit. Ces infrastructures permettent aux gros navires, ceux de plus de 10 mètres de profondeur, de décharger leurs produits pétroliers sans devoir accoster. Ça a été crucial pour le Ghana afin de pouvoir importer les produits. Ça a été très positif pour nous. La compagnie a passé un contrat de 10 ans avec le Ghana. Elle a investi et entretenu les installations, les a utilisées en priorité pour ses pétroliers et a perçu une taxe pour les navires concurrents. Ces plateformes reviendront au gouvernement ghanéen en août 2016. Tout le monde s'y retrouve très bien, mais ça ne résout pas le problème de la qualité du carburant importé. Et là, on touche un point sensible. Je peux vous dire qu'au Ghana, c'est l'un des pires taux au monde. Ce n'est pas le pire. Non, ce n'est pas le pire. C'est 3000 ppm. C'est 3000 ppm, vous avez tout à fait raison. C'est très mauvais. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. 3000 ppm, ce n'est pas bien, et nous sommes tous d'accord que ce n'est pas bien. C'est une discussion que nous avons eue l'année dernière, et c'est une discussion qui doit se transformer en action concrète dans l'année à venir. En attendant, les Ghanéens toussent. Le dioxyde de soufre qui sort des pots d'échappement s'infiltre partout. On connaît depuis longtemps son influence directe sur l'asthme, les infections respiratoires et même les maladies cardiovasculaires. Récemment, l'OMS a même confirmé le lien entre dioxyde de soufre et cancer des poumons. Alors c'est vrai qu'en Afrique, il y a d'autres urgences, la pauvreté, la malaria ou Ebola aux portes du Ghana. Alors la qualité de l'air, quand on demande aux vendeurs des rues, ils ne s'en indignent pas.
Ils vivent constamment dans cette pollution. On connaît le problème. Chaque seconde, l'air rejeté va directement dans notre nez. On tombe malade tout le temps. Vous êtes là toute la journée? Toute la journée, on reste là. C'est notre station, on travaille ici. Vous voyez, ces énormes camions passent et nous envoient l'air dans nos nez et on a des problèmes. Parfois, on tousse parce que l'air n'est pas bon pour nous. On me dit de ne pas fumer à cause du risque de cancer, mais la fumée des voitures, ce n'est pas bon non plus pour le cœur. Si vous la respirez, c'est mauvais pour le cœur. Il y a beaucoup de maladies. Vous restez combien de temps par jour au bord de la route? Je viens à 4 h du matin jusqu'à 8 h du soir. De 4 h du matin jusqu'à 8 h du soir? Oui, tous les jours, et je suis là depuis bientôt 6 ans maintenant. Le Ghana commence à se préoccuper de la pollution à Accra. Kwaku, c'est loin, Shimota? 1 heure environ. 1 heure? Oui. Shimota, c'est un carrefour à forte circulation. L'Agence ghanéenne de protection de l'environnement y a placé un instrument de mesure de la qualité de l'air en 2014. Il y en aurait une trentaine à Accra, dont les résultats sont révélés dans un rapport paru en mai 2015. Nous sollicitons l'Agence de l'environnement pour avoir les tout derniers résultats. Mais au dernier moment, nous avons le rapport de mai 2015 concernant le taux de soufre. C'est exactement notre thématique. Merci de votre aide. Je vais voir avec mon collègue. Est-ce que nous pouvons avoir une interview pour demain? Merci. Nous sommes d'avis que cet enjeu relève du ministère du Pétrole. L'Agence de l'environnement ne vous accorde pas d'interview demain lundi. Merci. On y tient à actualiser nos données, alors on essaye par nous-mêmes. On cherche des instruments de mesure. Ils devraient être par là. En désespoir de cause, nous demandons aux passants, avec l'aide des photos tirées du fameux rapport. Maybe the picture is an illustration for the whole work, but don't look the rest of the picture because it's not. I think so. I mean, so like you say. Because by you, my friend said, Tafa, we say, "Hono, Kwano, if you move, say we are prepared." You mean as how you be fixing the area out there? From here. From here to Tafa. Old burial. Because there we have the overhead, like the same thing. Yes. Okay, thank you for your help. Peut-être les instruments ont-ils été retirés ou déplacés. Thank you. Thank you. Bye. Have a nice Thank you. Bye bye. Bye bye. On se contentera des résultats 2014, déjà très inquiétants. L'air contient beaucoup trop de soufre et beaucoup trop de particules fines. Pour mieux comprendre, il nous fallait un point de comparaison. Qu'en est-il à Genève? Là, on mesure différents polluants. Le point principal de la station, en fait, c'est le tube en verre renversé que vous voyez, qui est un captage de l'air. Ouais. Donc le principe de la station, c'est on capte un échantillon d'air et ensuite on l'analyse à l'intérieur. Okay. On fait une analyse chimique sur les polluants qui sont présents à ce niveau-là dans la station. Mais une petite question qui m'intrigue, c'est on n'est pas dans un quartier avec beaucoup de monde. Pourquoi avoir choisi cet endroit-là? C'est une très bonne question. C'est parce que nous, on regarde la pollution de fond. Donc on ne recherche pas forcément l'endroit où il y a le plus. Évidemment, si on se met en bordure d'autoroute, par exemple, on va avoir beaucoup plus de polluants qu'ici. Par contre, ici, on est représentatif d'une pollution de fond, moyenne, dans un milieu urbain. Parce que certes, ici, il n'y a pas beaucoup de circulation, mais tout autour, on est sur des axes
passablement chargé et donc très représentatif du milieu urbain. C'est installé depuis quand cet appareil? Depuis 3 ans maintenant ici, à cet endroit, rue Necker. Le principe, il est assez simple. On prend un échantillon d'air, c'est le tube que vous voyez ici, qui amène cet échantillon dans les instruments, qui font une analyse physico-chimique. Alors, dioxyde de soufre, bien sûr, mais aussi, par exemple, le méthane, le monoxyde de carbone, le dioxyde de soufre qu'on retrouve ici, et les oxydes d'azote. Il y a aussi les particules fines. C'est celle-là qui nous pose le plus de soucis. Alors oui, actuellement, les particules fines, l'ozone et les oxydes d'azote sont les polluants problématiques dans nos régions, notamment au milieu urbain. Alors que le soufre? Le soufre, aujourd'hui, n'est plus un problème. Ici, je peux vous montrer l'évolution depuis 1986 jusqu'à nos jours des concentrations annuelles de dioxyde de soufre, telles qu'elles sont mesurées à Genève. Donc on voit que dans les années 80, les émissions étaient extrêmement importantes et les concentrations mesurées étaient au-dessus de la valeur légale. Et puis par contre, depuis maintenant plus de 20 ans, nous sommes à des niveaux très très bas. Comment on est arrivé à un tel résultat? Alors on est arrivé à un tel résultat avec des normes sur les carburants et les combustibles qui n'ont cessé de se renforcer depuis les années 70 à peu près. Donc depuis des décennies, car le soufre est nocif. C'est déjà un irritant pour les voies respiratoires, la peau, les yeux notamment, en termes d'impact sur la santé de la population. Ça a aussi un impact environnemental via les pluies acides qu'on a connues il y a plusieurs dizaines d'années dans nos régions. Alors nous, notre enquête, elle nous a conduite au Ghana. Et c'est vrai que là-bas, on a pu constater que les normes sont extrêmement différentes. Si je vous dis que là-bas, le standard pour le diesel, c'est 3000 ppm. Ouais. Énorme, 3000 ppm. Il y a aussi les particules fines. On lui montre les chiffres du rapport ghanéen. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, alors on a des taux extrêmement élevés, ponctuels de concentration en microgrammes par mètre cube qui atteignent 800, 850, 900 même microgrammes par mètre cube. Pour donner un ordre de grandeur, ici à Genève, à partir de 50 microgrammes par mètre cube, on commence à prendre des mesures dites d'urgence pour essayer de limiter les excursions de particules fines dans l'atmosphère. 900 microgrammes là-bas, alors qu'ici? Ici, à Genève, à partir de 50 microgrammes par mètre cube, on commence à prendre des mesures dites d'urgence. C'est à l'État de fixer les lois, en Suisse comme dans les États africains. Pourquoi le Ghana conserve-t-il une norme à 3000 ppm pour le diesel? Je voudrais parler à Judith, l'assistante du directeur. Est-ce possible? Is it possible, please? Thank you. Nous tentons d'approcher les autorités ghanéennes avec cette question. Hello, is it Judith? C'est Judith? No? Non? She's not. Elle n'est pas là? And Est-ce que le docteur est disponible? Puis-je lui parler? Ah, il est occupé. Judith a tous les détails. Nous avons envoyé un message. Elle a imprimé la lettre et nous avons maintenant juste besoin de joindre le directeur. C'est urgent. Merci de votre aide. C'est compliqué. Alors nous tentons une nouvelle stratégie. Puma Energy, la filiale de la compagnie suisse Trafigura, organise une cérémonie inaugurale dans l'un des hôtels les plus chics d'Accra. Leur programme annonce plusieurs autorités de très haut niveau. Et oui, le ministre du Pétrole est là, fort bien entouré. Si vous avez suivi la présentation, je pense que c'est bien d'applaudir Puma Energy Ghana. Ce sont de bonnes nouvelles pour le Ghana. C'est un grand plaisir de participer à cet événement important. L'événement capital de ce jour compte sur le chemin du Ghana qui file tout droit vers une transformation économique remarquable.
Dès sa sortie, on tente de décrocher une interview. Je suis de la télévision suisse. Suisse, ok. Oui, nous sommes là pour quelques jours pour un documentaire sur le pétrole au Ghana. À quel propos? Le pétrole au Ghana. Ah, le pétrole. Et le rôle des compagnies suisses. Est-ce qu'on peut avoir une interview avec vous? Oui, vous pouvez contacter mon bureau. On voulait une interview de fond, dans un endroit calme. Entendre ses arguments concernant la qualité des carburants à la pompe et l'éventuelle responsabilité des compagnies suisses à vendre des produits sales dans son pays. Ce fut notre première et notre dernière rencontre. Ce que révèle le rapport de Public Eye, c'est que tout s'intègre dans un modèle d'affaires extrêmement bien pensé. Les négociants suisses de pétrole délivrent et vendent des produits pétroliers en Afrique, mais également les fabriquent à travers un procédé qu'on appelle en anglais le blending. C'est littéralement mélanger différentes qualités de carburant. Et l'idée sous-jacente à cette stratégie commerciale, c'est de fabriquer cette qualité africaine de carburant en détériorant sciemment la qualité des produits pour être au plus près des limites légales en vigueur en Afrique. Qu'est-ce qu'il a dit concernant le carburant ? En détériorant sciemment la qualité des produits pour être au plus près des limites légales en vigueur en Afrique. On vous explique. Le raffinage de pétrole brut ressemble à une distillation. On chauffe le produit et selon la température, différents composants en ressortent, du plus propre au plus sale. D'abord, le gaz de pétrole, pour les bouteilles de butane par exemple. Ensuite, l'essence pour la voiture, ou le naphta pour fabriquer notamment le plastique. Arrive après le kérosène pour les avions. Ensuite, le diesel, l'autre carburant pour les voitures et les camions. Suivent encore le fioul domestique pour les générateurs et les huiles de base. Et enfin, ce sont les fioul lourds, imbibés de soufre. Les compagnies de négoce de pétrole achètent ces fioul lourds à bas prix. Puis, comme dans une recette de cuisine, elles ajoutent des ingrédients moins sulfurisés pour créer un maximum de carburant au moindre coût et qui sera juste à la limite légale des standards autorisés. Très bas, comme on l'a compris, pour ce qui s'appelle la qualité africaine. Il y a tant de questions. Nous allons chercher des réponses dans la région ARA, autrement dit Amsterdam, Rotterdam et Anvers, l'un des épicentres de cette production de produits pétroliers. Est-ce que le blending est légal ? Le mélange des produits en soi est légal. Ce qui n'est pas légal, c'est le mélange de déchets avec d'autres produits. Les déchets doivent être déposés auprès d'une entreprise de traitement agréée. Ils ne peuvent pas être mélangés à d'autres produits. Renske Makor est procureure à Rotterdam. Elle est membre de l'équipe spécialisée Andante, un projet hollandais qui réunit justice et police pour lutter contre les crimes environnementaux. Eux se concentrent plutôt sur le carburant maritime, le plus polluant de tous les fuels. Mais le principe est le même. Pour être vendus, les produits pétroliers doivent suivre un protocole. En Europe, c'est une directive appelée REACH qui oblige les négociants à inscrire leurs produits dans une base de données afin d'obtenir l'équivalent d'une carte d'identité. Problème, cette procédure est extraordinairement complexe au point que personne ne la maîtrise réellement. Et certaines compagnies en profitent. La procureure en sait quelque chose. Pour nous, dans notre optique d'application du droit pénal, la directive REACH est un défi. C'est non seulement juridiquement complexe, mais aussi chimiquement complexe. Peut-on parler de blanchiment de déchets ? On constate dans nos enquêtes qu'il y a des soupçons que les entreprises utilisent la directive REACH pour transformer des déchets en produits.
Elles utilisent les possibilités de la directive REACH pour contourner la législation sur les déchets. Dans ces affaires, il y a un double gain. Quand ces déchets ne sont pas envoyés vers une entreprise de traitement reconnue, ce qui coûte de l'argent, mais qu'ils sont mélangés avec un produit, ils disparaissent et ça économise des coûts. C'est le premier point. Deuxièmement, ils gagnent aussi de l'argent avec le volume de carburant qui en résulte. Les déchets sont ajoutés et sont vendus comme produits. Donc il y a un double profit. Dans une enquête qui touche la directive REACH, nous allons chercher les profits illégaux et nous tentons de les récupérer. Une autre question nous tarabuste depuis longtemps. Est-ce possible de fabriquer un produit pétrolier qui est interdit à la vente dans le pays et de l'exporter dans un autre pays où il n'est pas interdit? Est-ce légal? Oui, c'est possible en soi que, par exemple, ici, aux Pays-Bas, on fabrique un produit qui contienne trop d'une substance et qu'on ne puisse donc pas l'utiliser ici, mais qui peut l'être en Asie ou en Afrique. N'y a-t-il pas un problème éthique? Il peut y avoir un problème éthique, mais nous ne considérons pas cet angle. Nous regardons l'aspect juridique. Pour l'aspect éthique, Public Eye prend le relais. Tous ces mélanges de produits pétroliers n'ont plus de secret pour Marietta Arjono. Elle s'était déjà plongée dans les méandres du commerce de pétrole, mais pour Greenpeace, lors d'une affaire qui remonte à exactement 10 ans. Ce scandale, c'est celui du Probo Koala. Que faisait cet énorme pétrolier affrété par la société suisse Trafigura? Cette question a intrigué Public Eye, car tout ce que l'on sait à l'époque, en 2006, c'est que le navire veut se débarrasser des produits toxiques issus du nettoyage de ses cuves. Pendant des mois, le bateau passe par plusieurs ports, dont Amsterdam, avant de choisir de déverser son encombrante cargaison en Côte d'Ivoire. Ils sont venus à Amsterdam. Là, il aurait été possible de le traiter correctement. Mais ils ont rejeté cette option parce qu'ils la trouvaient trop chère. Donc ils sont repartis avec le déchet et ils ont décidé de le jeter en Afrique de l'Ouest. Trop cher? C'était combien? Je crois que c'était autour d'un demi-million de dollars. Pour Trafigura, c'est beaucoup? C'est rien du tout. Le déchet toxique est confié à une petite entreprise ivoirienne qui l'abandonne n'importe comment. Les conséquences sanitaires sont immenses. 100 000 Ivoiriens tombent malades, 17 succomberont à l'intoxication. Moins d'un an plus tard, la compagnie suisse Trafigura négocie avec le président ivoirien. 240 millions de francs suisses sont versés à la Côte d'Ivoire pour solde de tout compte. Ma préoccupation, c'est que le peuple soit dédommagé. C'est que l'État soit dédommagé. Ce sont mes deux préoccupations. Or, nos amis du groupe Trafigura ont accédé à nos demandes. L'État ivoirien a refusé toute intervention judiciaire internationale. Quant à Trafigura, la compagnie suisse a toujours nié toute responsabilité dans l'affaire. Son directeur l'a bien précisé à l'époque. Ni la Côte d'Ivoire, ni Trafigura n'acceptent de responsabilité dans ce qui s'est passé en août dernier. L'élément principal de cet accord est d'aider la Côte d'Ivoire financièrement. Le président ivoirien s'est exprimé à la télévision et il a dit clairement qu'il fallait tourner la page. Tourner la page. Aucune obligation, aucune responsabilité d'entreprise. Tous ces mots qu'il utilise, ce sont les mots d'une compagnie qui ne prend aucune responsabilité, qui ne tient aucun compte de ses actes. Tourner la page, peut-être pour eux c'est facile, mais pas pour les gens qui ont été exposés. Cette année, 50 000 victimes ivoiriennes réclament justice.
Elles ont déposé une plainte collective en Hollande contre Trafigura. La procédure est en cours. Avant de nettoyer ces cuves, le Probo Koala effectuait du blending de basse qualité. Public Eye l'a découvert et l'ONG a surtout mis en lumière par son enquête que le procédé est une systématique. Le blending est très courant et c'est légal. Mais ce qui est illégitime à nos yeux, c'est de fabriquer un produit de mauvaise qualité et de le faire exprès. Il existe même un logiciel qui permet de savoir quel mélange est le plus profitable. C'est une pratique que nous avons constatée dans le port d'Amsterdam, dans le port d'Anvers, mais aussi à bord de tankers. C'est un modèle d'affaires qui vise à faire beaucoup de profit. L'experte de Public Eye insiste beaucoup sur le fait de produire exprès de la mauvaise qualité. Les ports d'Amsterdam ou de Rotterdam sont considérés comme des plaques tournantes de ce blending. L'une des raisons clés pour laquelle c'est une telle plaque tournante, c'est que dans la région, il y a 10 raffineries et une capacité de stockage considérable. C'est aussi une position stratégique pour la côte ouest de l'Afrique. Cela explique pourquoi la moitié des importations vers l'Afrique de l'Ouest proviennent de la région ARA. Le port d'Amsterdam est évidemment sous contrôle de l'État. Mais nous découvrons que les terminaux sont propriété de compagnies privées qui préservent farouchement la confidentialité de leurs clients. C'est impossible d'entrer ici. Oui. Il n'y a pas d'information officielle. Le trading est un business extrêmement opaque. Et les terminaux ne souhaitent pas révéler les noms des clients qui louent leurs réservoirs. En Hollande, une loi méconnue permet aux citoyens d'exiger de voir les listes des substances dangereuses stockées. Marietta l'a patiemment invoquée pour chaque terminal d'Amsterdam. Parfois, ils ne voulaient pas me donner une copie, donc j'avais juste le droit de m'asseoir pour prendre des notes. Et parfois, nous avons pu, malgré le fait qu'il n'y ait pas d'information officielle, nous avons pu identifier des cas réels où des tankers affrétés par des Suisses chargent de l'essence ou du diesel pour le marché africain. Et nous avons pu obtenir la recette du mélange. C'est de cette manière que nous avons pu établir à quel point les produits pétroliers envoyés vers l'Afrique sont sales. Elle nous emmène dans l'un des rares endroits du port d'Amsterdam où l'on peut s'approcher un tout petit peu plus des pétroliers. Combien de temps a besoin un gros tanker comme ça pour se charger? Cela dépend de la taille du tanker, mais facilement 18 à 20 heures. Ils peuvent effectuer le mélange aussi lorsqu'ils chargent. Le flux vient de différents réservoirs. Ils commencent avec le premier, puis le second. Ici, vous voyez les tuyaux? Oui, c'est intéressant. On peut dire que c'est l'autoroute, la route nationale, la petite route. C'est ce qui facilite le mélange ou le chargement. Et donc chaque tuyau a un produit différent? Oui. Et c'est possible que ces deux bateaux soient reliés. On dit alors quai à quai. Si c'est le cas, ils utilisent les infrastructures du terminal. Parfois, vous voyez deux tankers l'un à côté de l'autre, et là, ils font donc une opération de bateau à bateau. Donc, ils n'utilisent pas l'infrastructure. Ils se sont juste amarrés le long du quai. Nous lui demandons si, aujourd'hui, il y a des navires affrétés par des compagnies suisses et en partance pour l'Afrique de l'Ouest. J'ai regardé sur la base de données quels bateaux se trouvent au port aujourd'hui. Ces deux-là s'appellent Plutos et Northerlight. Ils arrivent juste des États-Unis, mais j'ai pu voir qu'ils ont des activités régulières avec l'Afrique, à Lomé ou au Lagos, au Nigeria. Marietta a téléchargé une application sur son téléphone qui permet de visualiser le trafic des bateaux dans tous les ports du monde, y compris celui d'Amsterdam.
Tous ces points, les rouges, sont des pétroliers. Vous pouvez voir qu'il y en a beaucoup. Et nous sommes ici. Vous pouvez voir le Plutos ici. Voyons quelles sont les informations données. Il y a une photo du bateau. C'est un transporteur de pétrole brut. Souvent, vous pouvez voir le parcours du bateau, là où il est passé. Vous pouvez voir que le tanker navigue sous pavillon des Bahamas. Il fait presque 230 mètres de long et il est au port. Ok, mais rien au sujet du propriétaire ou de ceux qui l'ont loué? Non, c'est très difficile de trouver qui loue le tanker et qui est le propriétaire du cargo. Et bien sûr, ce sont les gens les plus intéressants parce que ce sont eux qui donnent les instructions aux pétroliers. Quoi faire, où aller, que mélanger. Ce n'est pas une information publique? Non. Ce sont des bases de données maritimes confidentielles. Vous devez payer, c'est la seule façon d'avoir plus d'informations. On n'en saura pas plus, mais Public Eye a eu accès à ces informations. Les compagnies suisses, une douzaine de petites, mais aussi les très grandes comme Vitol, Trafigura, Adax, Mercuria, sont très présentes dans ce modèle d'affaires. En fait, elles sont très douées pour fabriquer ces carburants de très mauvaise qualité. Parce qu'elles sont présentes tout le long de la chaîne de production. Elles ont des capacités de stockage dans des endroits stratégiques, dans plein d'endroits différents. Elles ont des raffineries et elles ont accès à des centaines de tankers. Donc elles sont capables de collecter les différents composants pétroliers et de les utiliser quand c'est le plus rentable. Elles se font beaucoup d'argent avec ça. Il y a un élément supplémentaire. La plupart des pays d'Afrique de l'Ouest ont du pétrole brut dans leur sol, voire même une raffinerie. C'est aussi ce que Public Eye a mis en lumière. C'est un paradoxe de constater que ces pays producteurs de pétrole, à faible teneur en soufre, l'exportent dans différentes régions du monde, notamment en Europe, et ils reçoivent en retour des carburants très dangereux pour la santé. Pourquoi un pays comme le Ghana importe-t-il des mauvais carburants s'il a du pétrole brut de bonne qualité et d'autant plus s'il a une raffinerie? Donc nous faisons l'interview et nous avons aussi besoin de faire des images à la raffinerie. Ok. Ok, that's fine. All right. Thank you. Bye. Plutôt bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que cette fois, nous pouvons aller directement demander pourquoi la raffinerie n'approvisionne pas le Ghana en carburant. Nous découvrons que c'est une vieille dame étatique, construite en 1967, bien avant la découverte des gisements de pétrole en 2010. Elle fonctionnait auparavant avec du brut importé du Nigeria. Dans ces années de gloire, la raffinerie a fourni jusqu'à 50% de la demande intérieure. Puis elle s'est enlisée dans les dettes avant de s'arrêter complètement et de laisser le champ libre aux importateurs privés. La raffinerie a repris du service début 2016. Elle a été renflouée financièrement par la libéralisation des prix de l'essence à la pompe et par des investissements d'institutions financières internationales. La reprise coïncide avec l'arrivée d'un nouveau directeur. Je suis très optimiste pour cette raffinerie. Lorsqu'on a repris en juillet l'an dernier, on nous disait que ça ne serait pas possible, qu'on ne pourrait pas la faire marcher plus de 3 semaines, qu'elle ferait faillite. Or, elle fonctionne sans interruption depuis le 4 février de cette année, après quelques ajustements. Elle fonctionne parfaitement. Nous avons une année meilleure que prévu. De toutes les importations que nous avons faites, nous venons de terminer le raffinage de notre premier million de barils. Nous avons fait un profit correct avec cela. Le deuxième million de barils est en train d'être raffiné et nous avons réservé notre 3e cargo. Donc la vieille dame va plutôt bien. La vieille dame va plutôt bien, mais elle va aller mieux car il y a encore des ajustements en cours. Donc la vieille dame va bien et elle ira encore mieux. Ça, c'est la position officielle du gouvernement du Ghana. Tout va bien. En face, il y a Senyo aussi, représentant les intérêts des importateurs, donc aussi des compagnies de trading suisses. Lui doute franchement de la réussite d'une raffinerie étatique.
Les politiciens, selon moi, ne sont pas de bons businessmen. Pourquoi? Le gouvernement est plutôt au service du social. Son rôle est de redistribuer. Cette manière de penser ne va pas avec le business. Il faut chercher le profit. Il faut chercher la viabilité du projet. Vous pensez à vos marges quand vous êtes un businessman. Il faut penser à la compétition quand vous êtes un businessman. Les politiciens ne pensent pas à la compétition en termes de business. Ils pensent à la compétition en termes de vote. Ce n'est pas la même chose. Donc la raffinerie est un business réel. Et ce serait viable si le gouvernement se retirait. Ce serait aussi viable si nous avions des investisseurs suisses avec tout leur potentiel, qui investissent dans la raffinerie au Ghana. Et pourtant, la raffinerie produit 45 000 barils par jour, pas mal pour une moribonde. Et bonne surprise, en termes de qualité, elle assure. Ce qui n'arrange évidemment pas les importateurs de carburant sale. Franchement, la vérité, c'est que les produits raffinés que nous fabriquons ici sont de meilleure qualité que tout ce que nous pourrions importer. Nous produisons de l'essence ou du diesel avec très peu de soufre. Lorsque vous savez que les importateurs mélangent, et ils mélangent avec du kérosène pour parvenir au bon volume et aux standards requis, au Ghana, nous n'avons pas besoin de faire ça. Vous savez qu'elles font des gros profits, les compagnies suisses, avec ça. Oui. Vous ne pensez pas qu'elles vont se battre pour leur territoire? Ce qui est intéressant, c'est que nous ne voyons pas cela comme une mauvaise chose. Cela signifie, si vous vous battez, que vous souhaitez la compétition. Et la compétition, c'est bien. Je suis en faveur du business. Je suis en faveur du secteur privé. Parce qu'en fin de compte, si vous faites monter les enchères, parce que la compagnie nationale a élevé le niveau, le secteur privé suivra le mouvement. Est-ce possible? Il y a un exemple, celui de 5 pays d'Afrique de l'Est, dont le Kenya. Ils ont adopté fin 2013 des standards de qualité des carburants proches des normes suisses ou européennes. C'est une décision qui a été prise et qui n'a eu aucun impact sur le prix à la pompe pour les consommateurs, qui n'a eu aucun impact en termes de rentrée fiscale ou de subvention pour le gouvernement. Ils ont tout simplement réussi à limiter les profits que se faisaient les négociants en délivrant des produits de mauvaise qualité. On a réussi à calculer à travers différentes études qui ont été publiées par des organismes comme la Banque mondiale, par le Programme des Nations Unies sur l'environnement, que l'impact à la pompe sur le prix du litre d'essence ou de diesel pour amener cette qualité de carburant au niveau de la qualité européenne est très très faible. C'est 2 centimes par litre d'essence. 2 centimes par litre d'essence. Les compagnies suisses ne peuvent-elles vraiment pas faire un effort? Regardez, prenez tous les Suisses qui font ça. Ils sont là pour l'argent. Tout le monde a besoin de faire du profit pour conserver les emplois et présenter des bénéfices aux actionnaires qui, à leur tour, investissent et génèrent des emplois ailleurs. Donc même si on considère le profit en termes d'argent, cet argent a une valeur économique et des implications pour tout le monde. Donc ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est une situation économique. Alors comment font les pays d'Afrique de l'Est? Je suis complètement d'accord avec vous. Cela doit être fait. C'est une décision politique? C'est une décision politique. Et quand une décision politique est prise, les businessmen suivent. Le gouvernement veut vendre à un certain prix. Le businessman ne peut fournir à ce prix que si la qualité est basse. Donc s'il décide de garder une qualité inférieure, vous ne pouvez pas blâmer le businessman. Je ne pense pas que les gens sont bons parce que c'est bon d'être bon. Les gens sont bons parce que le système les incite à être bons. Selon Public Eye, ce n'est pas tout à fait aussi simple. Il y a quand même un lobby organisé des importateurs de carburant au Ghana. C'est un secteur qui est souvent sujet à des conflits d'intérêts entre des politiques et leur entourage qui se mêlent de ces affaires-là, qui sont parfois propriétaires directs ou indirects de sociétés d'importation et qui n'ont pas un intérêt à ce que ça se sache. Donc il y a une certaine velléité de dissimuler des activités qui sont parfois discutables sur le plan de l'éthique dans la conduite des affaires.
Les gouvernements africains doivent améliorer leurs standards, mais ça ne signifie pas que les négociants suisses en pétrole ne peuvent pas agir. Ils pourraient commencer dès aujourd'hui, et ils devraient le faire, à délivrer une qualité européenne en Afrique. Évidemment, comme rien n'est illégal, le seul levier de pression de l'ONG est de toucher à la réputation des compagnies suisses de trading. Y seront-elles sensibles? Du côté africain, une autre voie se dessine. Pour la première fois, comme vous le faites en Europe, nous allons utiliser les forces du marché pour devenir plus efficaces, pour être plus compétitifs, pour élever les standards et la qualité vers le haut, pour nous protéger. Si nous ne le faisons pas, tous les arguments moraux, toutes les bonnes choses qui devraient être faites ne pourront pas l'être. Parce que si vous ne vous placez pas vous-même en position de compétition, il n'y a aucune chance que vous surviviez. Parce que la charité est un business extrêmement risqué. Mais les compagnies suisses ne font ni de la charité ni de la philanthropie. Non, ils ne font ni la charité ni de la philanthropie. Et elles proviennent de ce modèle capitaliste. Elles suivent un modèle capitaliste. Et si nous n'avons pas notre propre modèle d'affaires capitaliste, qui nous permet d'être en compétition avec elles, alors nous sommes à leur merci. Le Ghana tente de se battre. Il ne veut plus avaler ses mauvais carburants et regarder grossir les profits des géants du négoce. Il aimerait entrer dans la danse, avec l'espoir cette fois d'imposer sa cadence. Sachez encore que la société Trafigura, basée à Genève et qui a refusé nos demandes d'interview, a réagi au rapport de Public Eye, réaction que vous trouvez sur notre page Facebook. En substance, elle reprend les arguments que vous avez entendus dans ce reportage dans la bouche du directeur de Puma Energy et de l'association des importateurs. Trafigura ne fait que respecter les normes légales des pays où elle exporte son carburant. Pour le reste, elle conteste avoir une stratégie pour maximiser ses profits grâce au carburant sale. Le rapport de Public Eye risque cependant de faire bouger les consciences. Le programme des Nations Unies pour l'environnement a qualifié ce trafic d'inacceptable. La Hollande, directement concernée, je cite, de scandaleux. Quant au Conseil fédéral, il vient d'être interpellé au Parlement par la conseillère nationale verte genevoise, Lisa Mazon. Excellente soirée à vous tous, très belle semaine et à bientôt. 60 000 Suisses décèdent chaque année. Ils laissent derrière eux un joli bas de laine, 60 milliards de francs selon certaines études. Ce pactole n'est pas pour tout le monde. La grande majorité des Helvètes héritent rarement de plus de 50 000 francs. Et quand l'argent vient se mêler à l'émotionnel, rien ne va plus. L'héritage n'est pas toujours un cadeau, souvent source de conflits et parfois même le dernier coup de couteau asséné aux survivants.